Une histoire mondiale du sida 1981-2025 de Marion Abalea, sorti par CNRS Éditions. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Marion, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg et membre du laboratoire interdisciplinaire en études culturelles. Je vous propose d'écouter notre échange où elle nous parlera de ses livres. Ça donne vraiment envie de le lire. Alors bonjour, donc je m'appelle Marion Abalea, je suis historienne à l'Université de Strasbourg, historienne du contemporain. J'ai travaillé sur le 19e et le 20e siècle et puis depuis quelques années je m'intéresse à l'histoire de la pandémie de VIH-Sida depuis les années 80 et notamment, alors plus spécifiquement à ces enjeux internationaux, diplomatiques. C'est par là, disons, que je suis arrivée au VIH, même si je me suis aussi intéressée à d'autres aspects. Et du coup, aujourd'hui, je t'invitais pour parler de ton livre qui a été récemment publié. Est-ce que tu veux nous dire déjà son titre, où on le trouve? Oui, alors il s'appelle Une histoire mondiale du sida 1981-2025. C'est un livre qui a été publié donc aux éditions du CNRS Éditions, comme on dit maintenant aujourd'hui, et qui se trouve normalement dans toutes les bonnes librairies, en tout cas j'espère. Et c'est un livre qui est pas un livre destiné à des experts scientifiques, quelle que soit leur discipline, mais c'est un livre qui veut et espère pouvoir parler à tous ceux qui se sont intéressés, qui ont une curiosité pour l'histoire de la pandémie de VIH-Sida depuis 40 ans. À la fois des gens qui ont une histoire personnelle qui peut être connectée à cette grande histoire que j'essaye de peindre de manière synthétique, des gens qui connaissent moins bien cette histoire. Je pense notamment peut-être aux plus jeunes. Moi, je suis enseignante, j'ai des étudiants de 20 ans qui découvrent des choses quand on leur parle de cette pandémie. Et puis, donc c'est un livre qui ne nécessite aucune connaissance préalable, ni médicale, ni historique, ni scientifique, et qui, j'espère, pourra parler au plus grand nombre. Oui, tu anticipes justement ma deuxième question parce que justement je voulais te poser la question sur le fait que le livre n'est pas un livre de biologie, voilà, il faut vraiment avoir des connaissances pour comprendre, mais tu l'as défini un livre d'histoire anthropique. D'où ça vient pour toi du coup? Comment tu as choisi ce point de départ? Alors d'abord, j'aurais été complètement incapable d'écrire un livre sur les enjeux strictement médicaux, biologiques. Je suis pas du tout biologiste ou biochimiste ou médecin de formation. Je suis historienne et ce qui m'intéressait dans la pandémie de VIH-Sida, c'est justement plutôt ces dimensions humaines, sociales, politiques. Même si évidemment il y a aussi dans l'ouvrage des éléments et des chapitres et des développements sur les questions scientifiques, parce que ces questions scientifiques elles impactent la manière dont les sociétés se sont confrontées à cette pandémie. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce qu'est cette pandémie de VIH-Sida, c'est la manière dont elle a contribué justement à redéfinir les rapports sociaux, les rapports politiques. Et donc, c'est ce que j'appelle effectivement l'histoire anthropique. C'est la manière dont les hommes se sont confrontés à ce virus, plus que le virus en lui-même, sur lequel je laisse mes collègues biologistes et médecins écrire et faire leurs recherches évidemment décisives et très précieuses. Je saute un peu à la fin de ton livre, je vais à la bibliographie. Elle est une bibliographie très riche, ça fait plusieurs pages, si on veut dire physiquement dans le livre. Mais à part ça, moi je voudrais savoir d'où tu as pris ton ressenti sur cette histoire. Parce que comme tu l'as dit, c'est une histoire qui y a les enjeux des personnes, les liens sociaux. Pour toi personnellement, d'où ça vient cet intérêt? Alors, bon, d'abord, je pense que c'est une question générationnelle. Moi, je suis née au milieu des années 80, donc je fais partie vraiment de cette génération qui a grandi avec les images des années 90, de la mobilisation. Voilà, c'est des images qui m'ont marquée quand j'étais enfant, les soirées SIDAction devant la télé, etc. en famille, les campagnes de mobilisation ou de sensibilisation qu'on pouvait avoir dans les écoles, les lycées, etc. Donc je pense que pour en avoir parlé aussi avec beaucoup de gens depuis la sortie du livre, il y a un aspect très générationnel. C'est aussi la conclusion de l'ouvrage. Et j'appartiens à une génération qui a été marquée dans tout son cheminement vers la vie d'adulte par cette pandémie. Ça, c'était
le background, on peut dire, un petit peu général. Et puis, après, ma connexion, alors j'ai pas de connexion ou d'histoire personnelle, militante ou quoi que ce soit avec la pandémie. Je l'ai un petit peu redécouverte par hasard en travaillant notamment dans les archives. Et donc là, pour le coup, j'ai quand même beaucoup travaillé dans les archives, à la fois les archives publiques des administrations qui étaient responsables de la réponse administrative, politique, sanitaire et médicale à la maladie, les archives des associations, à la fois en France et aussi dans un certain nombre d'autres pays. Je travaille sur les archives allemandes, britanniques, américaines, les archives de l'Union européenne, etc. Et c'est par ce biais-là aussi que j'ai découvert, alors d'une part évidemment, une histoire très humaine et marquée par des histoires et enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est la conjonction, on peut dire, des histoires individuelles et du collectif. C'est-à-dire que c'est une épopée collective au sein desquelles s'inscrivent des millions d'histoires individuelles et les archives donnent aussi ça à voir et pour une historienne, c'est évidemment passionnant. Oui, d'ailleurs, tu parles des archives et récemment, justement, la NRS, ça commence à s'intéresser justement aux archives du VIH parce que il y a une grande mémoire collective, mais qui reste dans des associations qui ont fait l'histoire, mais on n'a pas encore vraiment accès, ils sont pas vraiment publics. Toi, tu as pu un peu t'es faufilé à l'intérieur de ces archives. Ouais, j'ai essayé. Alors, c'était un peu le point de départ de mon travail. C'est aussi que, notamment pour ce qui est des archives publiques, donc des administrations ou des ministères de la Santé, etc., la règle, normalement, c'est qu'au bout de 30 ans, en général, ça dépend des pays, mais c'est à peu près ça le délai, on peut avoir accès à ces archives. Donc, moi, bêtement et naïvement, je me suis dit, bah voilà, les années 80, 30 ans, on arrive au moment où ça s'ouvre et donc c'est intéressant parce que je vais pouvoir être la première finalement à mettre le nez là-dedans. Du point de vue des archives publiques, je me suis vite rendu compte que c'était pas si facile que ça et que en France, mais aussi aux États-Unis notamment, il y avait encore pas mal de restrictions pour avoir accès à ces archives, que c'était un sujet sensible pour lesquels il fallait effectivement demander des dérogations. Alors parfois, le plus souvent, je dois dire que je les ai obtenues. Ça a souvent pris du temps. Mais ça montre à quel point le sujet reste un sujet sensible, y compris du point de vue du rapport public et politique à cette histoire. Un des enseignements intéressants aussi, c'est quand même la différence de politique archivistique et mémorielle entre les pays dans lesquels j'ai pu travailler. C'est clairement aux États-Unis et en France que c'est le plus compliqué de lever les restrictions à l'accès des archives publiques sur le sujet. Par comparaison, au Royaume-Uni, qui a pourtant une histoire qui n'est pas forcément toujours très glorieuse, notamment dans l'appréhension de la communauté homosexuelle dans les années 80. On sait que la politique du gouvernement de Thatcher a quand même été souvent très homophobe. Mais pour le coup, j'ai eu droit à un accès vraiment sans restriction, avec une grande transparence dans les archives britanniques. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a des rapports entre les pays, y compris occidentaux, qui ne sont pas les mêmes. J'ai aussi pu travailler sur les archives des associations. Alors, je suis encore en train de travailler dans et sur ces archives. Alors, pour le coup, c'est quand même plus simple. Alors, c'est des archives privées, donc il faut demander l'autorisation, mais je les ai eues sans délai et sans trop de problèmes. Et puis, j'ai découvert aussi en tant qu'historienne que une des spécificités quand même des associations de lutte contre le VIH-Sida, et notamment dans les années 80 et 90, c'est qu'elles ont très vite eu une conscience des archives. Ce qui est assez rare chez les associations un peu de société civile qui sont parfois un peu, tu me pardonneras le mot, mais ça peut être un peu bordélique, on fait au plus pressé et puis les archives, on les met de côté. Les associations de lutte contre le VIH-Sida ont très vite eu le sentiment et la conscience que pour beaucoup d'entre eux, dans les années 80 et 90, des militants, ils risquaient de disparaître et qu'il fallait laisser des traces et que ces archives, c'était les traces qu'ils laisseraient. Et donc, ils ont assez vite eu des politiques d'archives. Alors, je pense notamment à Aide puis à ACT UP, mais les autres plus petites aussi. Et Aide et ACT UP ont tous les deux versé leurs archives aux archives nationales. Et c'est assez intéressant, effectivement, pour une historienne de voir
une histoire qui a tout de suite eu conscience des traces qu'elle devait laisser. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Et puis, ça laisse un matériau très riche pour les historiens qui mettent le nez dedans maintenant. Oui. Et vu qu'on parle d'association, tu l'as dit déjà plusieurs fois, tu as parlé du militantisme. Cette histoire du militantisme qu'il est particulier pour la lutte contre le VIH. Comment tu... C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Parce que tu as dit, je l'ai découvert, moi je viens pas de là, mais j'ai pu découvrir cette histoire du militantisme. Comme historienne, comment tu peux nous le raconter? Euh, alors, ce qui est, pour moi, très intéressant, c'est la manière effectivement dont la mobilisation contre le VIH/SIDA a redéfini une partie des codes du militantisme dans les années 80 et 90. Alors, ça s'inscrit aussi dans un moment où les mouvements militants issus de la société civile, plus globalement, redéfinissent leur manière de faire du militantisme. On pense par exemple aux occupations, au mouvement par exemple pour les sans-papiers, au même moment l'occupation de l'église Saint-Bernard. Donc c'est pas propre uniquement au VIH et aux mobilisations contre le sida, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement on a à faire dans les années 80 et 90 avec des modèles qui traversent les frontières et notamment qui traversent l'Atlantique entre les États-Unis ou l'Amérique du Nord et l'Europe. Des communautés qui sont touchées, qui se mobilisent et qui se mobilisent par la force de l'urgence, par le sentiment aussi qu'elles sont en partie délaissées ou ignorées par les pouvoirs publics et qui créent qui forcent finalement la question à devenir une question publique et qui vont créer des nouvelles manières de se mobiliser, qui vont aussi créer une expertise. Et ça, c'est sans doute un des éléments les plus propres alors, c'est des choses que peut-être les auditeurs connaissent déjà pour certains d'entre eux, mais c'est l'idée que c'est en montrant qu'on est des experts de sa propre maladie, de sa propre contamination, à la fois par le vécu individuel et par le fait que beaucoup lisent toute la littérature scientifique, qu'on gagne en légitimité politique pour s'installer à la table des prises de décision, que ce soit dans les cercles scientifiques, dans les cercles de décision de santé publique, etc., etc. Et ça, c'est assez nouveau. On sait aussi que ça a joué un rôle très important dans la modification du rapport entre médecins et patients, par exemple. L'idée que le patient devient acteur de sa propre histoire médicale, beaucoup plus qu'il ne l'était. La verticalité va être dénoncée, cassée en partie. Donc ce militantisme, il est à la fois scientifique, médical, politique. C'est aussi évidemment un moment d'affirmation de certaines communautés. En France, on sait, et il y a eu des travaux pour le coup assez anciens de sociologues pour montrer l'effet et le rôle de la mobilisation contre le VIH dans l'affirmation de l'affirmation politique de la communauté homosexuelle, mais pas seulement. Donc tout ça en fait une épidémie beaucoup plus politique que d'autres au même moment. Et c'est assez intéressant dans l'histoire des mobilisations contre des fléaux sanitaires. Traditionnellement, c'est Patrick Pinel notamment qui met en avant cet élément-là. Traditionnellement, quand on lutte contre une maladie, c'est quelque chose d'assez consensuel. La lutte contre le cancer, vous n'avez pas grand monde qui soit contre. Historiquement, ça cimente un pays, une communauté en disant, voilà, tous les Français, on va soutenir les malades, on va soutenir les médecins, etc., dans un effort très consensuel. Et la lutte contre le VIH/SIDA, dès les années 80, il rompt un peu avec ce modèle de la consensualité pour, au contraire, s'inscrire dans une logique de lutte qui se rapproche plus des logiques peut-être de lutte sociale au sens des conflits sociaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que on refuse l'idée d'un combat consensuel qui doit unir tout le monde, et au contraire, on s'inscrit dans une logique de combat et de bataille qui prend la forme de la conflictualité dans certains cas. Et ça, c'est assez net. Et je vais revenir un peu avant aux archives, quand tu nous parlais des archives. Tu disais du coup la facilité d'accès dans certains pays et en revanche la difficulté, notamment en France ou aux États-Unis. Peut-être les États-Unis on laisse de côté parce que c'est toute une autre histoire qui nous touche bien. Ça ne va pas s'arranger en ce moment avec l'administration en place. Exactement. Et pour la France, tu l'expliques comment cette résistance? D'ailleurs, c'est même pas 30, c'est 40 ans même.
Ouais, alors bon, il y a différentes choses. Il y a des choses qui sont tout à fait légitimes et tout ce qui concerne évidemment le secret des données personnelles. Dans les dossiers d'archives, on trouve des noms, on trouve des données personnelles de personnes qui étaient contaminées ou malades. Et ça, c'est évidemment tout à fait légitime que ce soit protégé, y compris encore aujourd'hui et y compris pour plusieurs dizaines d'années. En revanche, là où ça me semble poser un problème de transparence démocratique plus important, c'est quand il s'agit de dossiers qui portent sur la manière dont les pouvoirs publics ont géré, répondu à la pandémie et à l'épidémie. Alors, il y a deux choses. En fait, la principale difficulté, elle porte sur la manière dont ces archives ont été versées au moment où elles ont été données. Souvent, elles ont été données par, je pense aux archives du ministère de la Santé ou du Premier ministre, enfin de Matignon. Elles ont été versées à la fin des années 90, début des années 2000, pour la période des années 80. Et c'est une période où, notamment, toute la sensibilité politique de l'affaire du sang contaminé était encore extrêmement forte, où certaines affaires judiciaires étaient encore en cours, et où, au moment où les archives ont été versées, pour sans doute éviter que ça vienne parasiter certaines affaires, y compris encore en cours, on a mis un tampon, entre guillemets, secret et incommunicable sur ces archives. Et ce régime-là, il faut maintenant le lever par le biais de dérogations. Et globalement, en France, on sent que la période complexe, c'est vraiment la période là où j'ai eu le plus de difficultés pour avoir accès aux cartons, c'est la période qui va de 84 à 87, qui correspond à la période des décisions tournant autour, de 83 à 87, autour du sang contaminé. Et je pense pas qu'aujourd'hui il y ait une volonté de cultiver des secrets ou de protéger des secrets, mais on sent que c'est sensibilisé, qu'il y a une prudence, on va dire. Je le répète, j'ai au final pour l'instant obtenu tout ce que j'avais demandé, mais ça a pris énormément de temps, notamment par exemple pour les dossiers du cabinet de Laurent Fabius, quand Laurent Fabius était Premier ministre entre 84 et 86. Ouais. Oui, merci pour ces explications. Et faire une histoire du VIH-Sida, c'est faire aussi une histoire de la discrimination. Moi, je l'imaginais aussi dans ton livre comme une espèce de allié qui va qui marche l'histoire un à côté de l'autre. Et même aussi, je pense, quand tu nous parles même des discriminations, de la difficulté de parler du patient zéro par rapport au VIH. Je te laisse un peu nous parler de cet aspect. Oui, alors il y a une espèce de mythologie, alors c'est pas propre au VIH, donc beaucoup d'autres pandémies, on a eu toujours cette tentation de détecter, d'étiqueter, de retrouver celui qui serait le patient zéro, alors c'est-à-dire le premier malade contaminé ou celui qui aurait amené le virus, en l'occurrence, dans un espace ou dans un territoire. Dans le cas du VIH, c'est une question qui a notamment agité l'Amérique du Nord à partir du moment où on a eu plus ou moins rapidement l'hypothèse puis la confirmation que le VIH est originaire d'Afrique centrale, qu'il est le résultat d'une modification, d'une mutation génétique d'un virus touchant certaines espèces de singes. Et très tôt, finalement, alors c'est une question qui est d'abord une question un peu médiatique, mais aussi scientifique, c'est poser la question de savoir comment ce virus originaire d'Afrique centrale a pu se diffuser sur la planète et notamment en Amérique du Nord où la pandémie a été repérée au début des années 80. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette quête un peu vaine, parce qu'on sait aujourd'hui qu'évidemment, il n'y a pas une personne qui introduit le VIH nulle part. Il y a des circuits, on est à une ère de mondialisation où de toute façon, les circulations sont telles qu'il est totalement vain, on l'a bien vu avec le Covid, d'essayer de retrouver le point originel. Mais ce qui est intéressant, c'est que, notamment en Amérique du Nord, ça a donné lieu à une espèce de stigmatisation d'un personnage en particulier, qui est un des premiers malades qui a été repéré sur le continent nord-américain. Alors, il a été repéré aux États-Unis, mais c'est un Canadien, un Québécois d'origine, qui a été donc parmi les toutes premières personnes qui ont été interrogées par les services
de santé américains quand ils essayaient de comprendre encore ce qu'était cette nouvelle maladie dont personne connaissait les tenants et les aboutissants. Et c'est quelqu'un qui a été très bienveillant et volontaire pour collaborer justement avec les services de santé et notamment qui a donné le nom de plusieurs dizaines de partenaires avec lesquels il avait eu des relations sexuelles pour justement essayer de tracer le virus potentiel. Cette bienveillance à collaborer s'est retournée contre lui de manière posthume, en l'occurrence, puisqu'il est décédé avant que son nom éclate aux yeux du grand public, puisque au milieu des années 80, les médias américains s'emparent du nom de ce personnage. Bon, on peut le citer, Gaëtan Dugas pour dire son nom, steward canadien, qui est accusé d'être celui qui il était steward, donc qui, par le biais de son métier et des liaisons aériennes, aurait non seulement ramené le virus d'Afrique et l'aurait diffusé sur les 2 côtes du continent nord-américain par le biais des relations sexuelles qu'il a pu avoir. Évidemment, c'était scientifiquement totalement absurde et infondé, mais ça a déclenché évidemment une espèce de campagne, y compris extrêmement violente auprès de sa famille, puisque lui était décédé à ce moment-là, mais sa famille vivait toujours au Québec, etc., où les journalistes sont venus harceler en partie cette famille, et puis on peint le portrait d'un espèce de psychopathe, nymphomane, montrant un petit peu aussi tout le poids des représentations, de la culpabilité qui, au-delà de cet individu Gaëtan Degas, rejaillissait sur l'ensemble de la communauté homosexuelle américaine, qui était mise en avant comme ayant mis en danger, ayant apporté le fléau sur la population américaine. Et donc, c'est une personne qui a personnifié cette vague de stigmatisation, mais plus globalement, c'est tous les malades ou les porteurs du VIH dans les années 80 qui sont pointés du doigt comme étant des dangers potentiels et comme étant ceux qui sont responsables du fléau dans lequel se trouverait, alors ici les États-Unis, mais on a des phénomènes un peu moins violents, mais similaires en Europe occidentale. Mm. Et réécrire aujourd'hui une histoire du sida, ça peut aussi peut-être changer cette image qui vient des années 80, l'image un peu Philadelphia. Ouais, l'idée c'était aussi d'écrire cette histoire avec quand même 40 ans de recul maintenant. Donc évidemment, on n'a pas la même perception de la maladie, on n'a pas les mêmes connaissances scientifiques sur le virus. Et puis, entre-temps, il y a eu des combats politiques qui ont quand même été importants et qui ont été menés. Alors évidemment, on pense à la communauté homosexuelle, mais il ne faut pas oublier tous les autres groupes sociaux qui sont touchés fortement par la pandémie dès les années 80, les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogue, évidemment, alors dans un cas un peu particulier, les hémophiles, les transfusés qui ont peut-être souffert d'un peu moins de stigmatisation, qui étaient vus comme les victimes innocentes quand les autres étaient pointés du doigt pour leur responsabilité individuelle. On pense aussi par exemple aux prisonniers, aux populations d'origine étrangère et migrantes qui ont évidemment une exposition particulière et une vulnérabilité particulière. Toutes ces populations ont vécu des histoires différentes depuis 40 ans, en lien avec la pandémie, en parallèle. Et aujourd'hui, on peut peut-être aussi écrire une histoire qui redonne la place à chacun, qui montre comment chacune de ces communautés se sont transformées au contact et par leur vulnérabilité, leur exposition à la maladie, ont lutté contre elle et ont apporté des réponses à la fois parfois communes et solidaires et aussi parfois différentes, voire concurrentes. Et l'idée du livre, c'est pas du tout de faire une histoire définitive, puisque évidemment l'histoire de la pandémie, elle n'est pas terminée, loin de là, mais c'est d'utiliser ces 40 ans et ce regard, ce retour en arrière pour justement mettre un peu de profondeur historique dans ces histoires communes. Et pour venir à nos jours, comme la COVID-19 et les pandémies aussi à venir, pourront modifier ou ont modifié déjà l'histoire du VIH pour toi? Ouais, alors la pandémie de Covid a été évidemment un moment particulier, aussi parce qu'il a rappelé à certains militants de la première heure des échos. Didier Lestrade avait publié un des cofondateurs de ACT UP
avait publié une tribune disant qu'il avait l'impression de vivre une deuxième pandémie. Donc il y a des échos, mais il y a aussi des différences évidemment majeures. À la fois en termes évidemment de généralisation de la pandémie, et donc en termes de discrimination, c'est très différent. Il n'y a pas eu les mêmes phénomènes de discrimination, de stigmatisation des malades qu'au moment du VIH, parce que c'est une pandémie généralisée et qui touche beaucoup moins des communautés spécifiques. Donc on peut moins mettre en accusation les uns ou les autres. Et ça change pas mal de choses. L'autre grande différence, évidemment, c'est la réponse des pouvoirs publics, notamment en France et en Europe, où finalement, quand même, dans la réponse apportée à la pandémie de VIH-Sida, c'est affirmé une réponse quand même de type libéral, c'est-à-dire qui mettait en avant le droit des malades, le consentement aux tests en tout cas l'importance accordée aux droits individuels. Au moment du Covid, on a quand même largement favorisé les droits de la communauté en limitant parfois les libertés individuelles de se déplacer, etc. On connaît ça, donc le modèle est assez différent. Alors ça s'explique par les différences entre les deux pandémies et les deux virus. Loin de moi l'idée de porter un jugement sur l'une ou l'autre, mais en tout cas on a deux modèles radicalement différents. Et puis après, évidemment, la pandémie de Covid a eu des effets sur la pandémie de VIH-Sida. Alors, il faut le dire, sans aucun doute, beaucoup moins en France et dans les pays occidentaux que dans les pays du Sud et notamment en Afrique. Alors, il y a une donnée biologique. Quand on est atteint du Covid, quand on est porteur du VIH, on peut avoir un système immunitaire affaibli qui vous rend plus vulnérable aux effets de la Covid. Donc, il y a un double effet. Mais surtout, évidemment, les confinements, les limitations, etc. ont entraîné des ruptures dans les chaînes de dépistage, parfois dans beaucoup de pays africains, dans l'acheminement des traitements. Et donc, il y a eu des retards qui ont été pris dans les programmes de dépistage, surtout dans les programmes de traitement, de mise sous traitement, de mise sous antirétroviraux qui ont ralenti en 2020-21. Donc la courbe globale notamment de l'accès au traitement, qui était sur une pente très ascendante, s'est nettement ralentie au moment du Covid et peut s'interroger sur l'effet de rattrapage depuis. Elle est plutôt repartie à la hausse jusqu'à ce que l'administration américaine annonce des coupures et des gels massifs qui mettent en péril beaucoup de programmes. Mais en tout cas, ces deux pandémies, elles ont des effets qui sont conjugués. On sait que les Nations Unies espère toujours une fin de la pandémie de VIH-Sida à l'horizon 2030. C'est aujourd'hui de moins en moins sûr. On peut dire que la pandémie de Covid en 2020-2021 a été un des premiers éléments qui ont vraiment ralenti peut-être et en partie fragilisé cet espoir. La fin, tu l'as dit, la fin du VIH-Sida à l'horizon 2030, et c'est sûrement ralenti ou presque rendu impossible à cause des choix du président des États-Unis. Comment tu vois cette remise en discussion de toutes les certitudes que nous avions, cette coupe de financement qui remet tout en question maintenant? Ouais, c'est un enjeu. Alors, c'est évidemment assez tragique alors d'abord et avant tout pour les millions de personnes dont l'accès au traitement est mis en péril, voire est suspendu par ces décisions. D'un point de vue historique, c'est aussi un revers et un retour en arrière majeur. On sait depuis le lancement du PEPFAR en 2003 le rôle fondamental, et il faut vraiment insister là-dessus, qu'ont joué les États-Unis dans l'extraordinaire accroissement de l'accès au traitement et de la mobilisation globale contre le VIH-Sida depuis le tournant des années 2000. Et donc, c'est ce rôle historique qui est balayé d'un revers de main avec des effets majeurs directs. Alors, pour l'instant, on a encore un peu de mal, alors même si, évidemment, l'OMS et ONU-SIDA ont publié des projections extrêmement alarmistes de plusieurs millions, peut-être 5-6 millions de décès qui seraient liés directement aux coupes budgétaires américaines. Sur le terrain, pour l'instant, c'est un peu le flou qui domine. Il y a certains programmes qui sont clairement suspendus du jour au lendemain, d'autres qui sont maintenus sous perfusion, on ne sait jamais jusqu'à quand, etc. Donc évidemment, je vois mal comment on pourra remplacer le désengagement américain aujourd'hui, d'autant que
les pays européens, globalement, ont plutôt tendance à être engagés dans des politiques de restriction budgétaire, la France en premier lieu, qui pèsent particulièrement sur l'aide au développement. La France a annoncé 40% de réduction de son aide au développement, au sein de laquelle se trouve le financement des programmes de santé mondiale et notamment de lutte contre le VIH-Sida. Les perspectives d'un engagement plus fort d'autres acteurs, on pense notamment à la Chine, on sait qu'elle est extrêmement active et présente sur le continent américain. Pour l'instant, on n'a pas de signaux qui pourraient dire que des acteurs comme la Chine ou d'autres seraient prêts à monter au créneau pour remplacer, entre guillemets, ou en tout cas accroître un effort pour compenser en partie la désaffection américaine. Donc effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, enfin contre le sida, le paludisme et la tuberculose doit organiser à la fin de l'année 2025 la reconstitution de ses ressources. Et ce sera un signal intéressant de voir. Alors, il y a quelques pays qui ont déjà annoncé des promesses et des dotations. Ce sera évidemment très intéressant de voir si le chiffre de 18 milliards de dollars qu'espère le Fonds mondial est atteint. A priori, les perspectives sont pas très, très optimistes, mais l'écart entre ce chiffre demandé par le fonds et ce qui sera effectivement atteint sera un signal intéressant. Est-ce qu'on s'en rapprochera quand même, auquel cas on peut penser qu'une forme de dynamique se maintient, ou est-ce qu'on sera très loin? C'est une question qui sera intéressante à voir dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la contribution française, plusieurs associations dont Aide ont publié des notes appelant le gouvernement français à promettre 2 milliards d'euros pour les 3 prochaines années au fonds. On est en pleine politique de restriction budgétaire, on verra ce qu'il en est. La France n'a pas encore pris position sur le sujet, mais c'est aussi un enjeu de savoir si la France est historiquement le deuxième contributeur au fonds après les États-Unis. Est-ce qu'elle est prête à assumer une responsabilité supplémentaire? Le climat semble peu propice, mais on n'est peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise néanmoins. On l'espère. D'ailleurs, tu termines avec une note optimiste, mais aussi ton ouvrage est plutôt optimiste à la fin. Ouais, alors il faut dire qu'il y a un effet de chronologie, c'est-à-dire que j'ai écrit l'essentiel de l'ouvrage à l'été et à l'automne dernier, c'est-à-dire avant l'élection de Donald Trump à la présidence de la République américaine. Et donc, évidemment, les perspectives étaient peut-être moins sombres avant son accession au pouvoir, et même une fois son accession au pouvoir, si on se basait sur les enseignements du premier mandat, finalement, le premier mandat de Trump n'a pas eu d'effet de retour en arrière massif sur la question notamment du financement international de la lutte, parce que c'était dans la politique américaine, et notamment le PEPFAR, le plan présidentiel de lutte contre le sida, un sujet assez consensuel, bipartisan aux États-Unis. Le PEPFAR avait été lancé par une administration républicaine, celle de George W. Bush, poursuivie par Obama, puis par Trump au moment de son premier mandat, puis par Biden. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de consensus entre les républicains et les démocrates autour de l'idée que les États-Unis avaient un rôle de leader à jouer dans la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Et alors peut-être naïvement, mais j'avais sans doute pas perçu toute l'ampleur du changement qu'allait impliquer le deuxième mandat de Donald Trump. Donc ça explique en partie peut-être la conclusion relativement optimiste du livre. Ceci dit, et même si évidemment il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les mois à venir, la recherche avance. On a vu l'apparition très récente sur le marché d'un traitement prophylactif par injection qui représente a priori quand même une avancée extrêmement importante. Le nombre des contaminations décroît, le nombre de personnes sous traitement continue à augmenter pour l'instant en tout cas. Donc en tant qu'historienne et sur le temps long, je pense que c'est une pandémie au bout de laquelle on viendra sans doute moins vite que ce qu'on aurait pu espérer, et la date de 2030 aujourd'hui c'est demain, et elle semble sans doute évidemment prématurée. Oui. Et pour venir un peu plus à toi Marion, je me demandais c'était laquelle la partie de ton ouvrage que tu as aimé le plus écrire? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Alors, il y a un chapitre principal qui porte sur les enjeux scientifiques, qui pour moi a été un défi parce que je n'ai pas de formation scientifique au départ, et j'étais
assez prudente. Je voulais surtout pas écrire de bêtises et en même temps, je pensais que c'était extrêmement important. Et puis, c'était important aussi justement d'en faire une opportunité de vulgariser, enfin en tout cas d'essayer d'expliquer plus clairement où en était la recherche. Et pour le coup, j'ai eu la chance de travailler avec un de mes collègues biologistes, lui, qui travaille sur la recherche fondamentale sur le VIH, Olivier Rohr, à l'université. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'est pas si souvent, finalement, y compris dans une université pluridisciplinaire, que quand on vient des sciences sociales comme l'histoire ou la sociologie ou la science politique, on a l'occasion de travailler en coopération avec nos collègues des sciences dites dures. Et donc ça, c'était une expérience intéressante et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans ce chapitre, mais en tout cas, si j'en ai pas dit trop, c'est grâce à lui, à ses relectures. Donc ça, c'était du point de vue intellectuel quelque chose de très intéressant. Et puis, moi, je viens de l'histoire des relations internationales, donc tous les aspects diplomatiques étaient ceux avec lesquels j'étais le plus familière et qui ont été peut-être les plus simples à écrire. Ceux qui m'ont demandé peut-être plus d'efforts, c'est tout ce qui tourne autour à la fois des enjeux sociopolitiques et puis surtout peut-être des enjeux culturels aussi. Et ça a été passionnant parce que ça a aussi été l'occasion d'échanger avec d'autres types d'interlocuteurs ou d'interlocutrices sur les questions mémorielles, de patrimonialisation de l'épidémie, de comment aujourd'hui on monte des expositions liées au VIH/SIDA sans en faire quelque chose de très congelé dans le marbre, etc., en maintenant le caractère vivant à la fois de l'épidémie et de la mobilisation. J'ai par exemple eu l'occasion de discuter avec la directrice et la conservatrice du Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg qui a, il y a 2 ans, organisé une grande exposition qui s'appelait Les temps du sida. Et ça, c'est effectivement pour moi aussi une expérience très intéressante, à la fois de réflexion intellectuelle sur voilà, comment cette histoire, on peut l'écrire, on peut la penser sans la réifier, sans la figer, et en faisant qu'elle reste vivante, et puis en échangeant avec des interlocuteurs un petit peu différents de ceux avec lesquels j'ai l'habitude d'échanger. Et depuis la sortie du livre, j'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec plus que je ne l'avais fait avant, avec à la fois les associations, des militants. J'ai fait des présentations de l'ouvrage dans ce cadre-là, et c'est aussi quelque chose qui est vraiment très gratifiant pour moi, l'idée que des gens, y compris des gens qui semblent très informés et engagés sur le sujet, peuvent apprendre quelques petites choses en lisant le livre, s'y reconnaître à certains égards, que globalement, je n'ai pas trahi ce qu'ils ont l'impression d'être leur engagement et leur combat. Ça, c'était important pour moi. C'était aussi une peur un peu que j'avais en l'écrivant, c'est-à-dire quelle est ma légitimité à écrire ça. Et globalement, les retours ont été extrêmement positifs. Et ça, c'est les belles expériences depuis la sortie de l'ouvrage. Absolument, je suis très contente pour toi. C'est vrai que c'est un aspect très important. Et pour revenir au chapitre que tu as aimé écrire, celui-là plus scientifique, c'est drôle parce que moi, je ne t'ai pas posé des questions sur ce chapitre parce que ils sont les thématiques que nous traitons tous les semaines à l'émission de radio. Mais justement, dans le chapitre où tu parles du indétectable, intransmissible, que c'est notre... à chaque émission, on essaie de revenir dessus. J'imagine que tu as eu aussi l'occasion d'en parler autour de toi et parce que c'est quelque chose qui a du mal vraiment à passer dans la vie de la population générale. Comment c'est ton ressenti? Est-ce que vraiment les gens ne connaissent toujours pas indétectable, intransmissible? Non, effectivement, c'est quelque chose, notamment justement pour les gens de ma génération, les amis de mon âge qui n'ont pas du tout d'engagement ou de lien particulier à cette histoire-là, mais qui ont grandi et ont été biberonnés aux messages de prévention, préservatifs, etc. Il y a effectivement un déficit de communication, très clairement. Ils le découvrent pour beaucoup en lisant l'ouvrage ou dans nos discussions un peu informelles. Et puis, même quand on le dit, qu'on le rabâche, qu'on montre les preuves et les essais, etc., qui sont les preuves scientifiques, il y a une forme de... Enfin, quand on discute avec les gens, ils disent « Oui, mais moi, quand même, j'aurais pas confiance. Oui. » Même si on me le dit, et c'est effectivement, je pense, un des enjeux aussi de lutte contre les discriminations aujourd'hui, c'est d'arriver à faire passer ce message-là, parce que l'idée que quelqu'un qui vit avec le VIH est par définition quelqu'un de contagieux, c'est encore une idée qui justifie, en tout cas qui alimente les discriminations et les stigmatisations. Et en plus, elle n'est plus fondée aujourd'hui scientifiquement dès lors que
on est indétectable en termes de charge virale. Oui, tout à fait. Et Marion, tu travailles sur quoi maintenant et sur quoi tu travailleras? Alors, donc je continue un petit peu à travailler sur, enfin même beaucoup, sur l'histoire du VIH et sur, en fait, j'ai un projet de recherche qui porte plus spécifiquement sur les enjeux internationaux. Et la question, c'est enfin, l'axe, entre guillemets, c'est de montrer comment la mobilisation internationale contre le VIH-Sida a contribué à redéfinir totalement les cartes de la diplomatie de la santé. Donc ça s'inscrit un peu dans un cadre plus vaste, c'est de montrer, voilà, on a ce qu'on va appeler un peu plus tard la santé globale, hein, qui se met en place, et c'est le rôle. Pourquoi le VIH a modifié totalement les mobilisations diplomatiques? La maladie est la toute première maladie à discuter au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire dans le cénacle le plus haut de la diplomatie mondiale. Jamais on avait discuté d'une maladie jusqu'alors. On considérait que c'était quelque chose d'un peu accessoire de l'humanitaire. Là, ça devient un sujet diplomatique majeur. Pourquoi? Certes, parce que c'est une pandémie mondiale, mais la tuberculose a fait plus de morts que le VIH au XXe siècle et n'a jamais acquis ce statut-là. Donc, pourquoi ça a tellement rebattu les cartes et en quoi ça a transformé pour le XXIe siècle la manière dont les enjeux sanitaires sont traités sur la scène internationale. Ça, c'est le projet que je suis en train de développer en continuité un petit peu avec cet ouvrage. C'est intéressant, du coup, je pourrais te l'inviter une autre fois. Ben voilà. Donc, d'ici quelques mois, quand j'aurai avancé sur ces questions-là, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention, Marion. Ben, merci pour ton invitation et au plaisir d'échanger à nouveau alors.